Salut tout le monde, Adriano P est là et l'autre jour je suis allé faire une recherche, tu vois, parce que je voulais acheter de la mémoire RAM pour l'ordinateur et mon Dieu j'ai failli tomber de ma chaise, parce que le prix était énorme, le prix était absurde. La mémoire RAM que j'avais vue l'année dernière coûtait entre 350 et 400 réés et maintenant elle était à 1200. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'ai été choqué par ça et je suis allé voir ce qui se passait. Pour avoir cette augmentation, parce qu'après tout, ce n'est rien de si nouveau pour justifier cette hausse, tu vois. Ce n'est pas une nouveauté sur le marché, au contraire, ça existe depuis un moment. Alors, qu'est-ce qui justifierait cette augmentation de prix? Et je vois là-bas qu'en fait, toutes ces mémoires RAM, les disques durs et les SSD aussi, tu vois, ont un prix extrêmement gonflé à cause de la course à l'intelligence artificielle. Les entreprises maintenant achètent déjà des lots qui n'ont même pas encore été fabriqués, juste pour être sûr d'en avoir. Je me suis demandé où cette course va s'arrêter et quand le prix va baisser. Je sais où cette course va finir et la réponse ne m'a pas plu. Je pense que vous non plus n'allez pas aimer. Mais on va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Et avant de regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager. Tout ce rituel qu'on fait toujours ici, sur YouTube, en vous demandant de partager et blablabla. Mais avec moi, c'est important que vous le fassiez, parce que vraiment, YouTube cache la chaîne. Si vous ne m'aidez pas à partager, personne ne saura que Geopolitica Mondiale existe. Votre soutien est donc essentiel, d'accord? Je m'appelle Drampeta, et voici la chaîne Geopolitica Mondiale. Et... la course à l'intelligence artificielle échappe totalement au contrôle, et ce n'est pas pour rien. Son potentiel implique une réorganisation civilisationnelle portée par une lutte structurelle pour le pouvoir, où l'intelligence artificielle n'est pas seulement un produit de consommation ou un service logiciel, comme beaucoup d'économistes semblent le dire, mais comme un nouveau facteur de production fondamentale et l'infrastructure critique de sécurité nationale des pays. Et comprenez que lorsque nous parlons de sécurité nationale, il ne s'agit pas seulement de l'aspect militaire comme beaucoup de gens le pensent, mais de tout ce qui fait fonctionner une nation. Donc nous parlons d'énergie, de logistique, de production alimentaire et d'infrastructure, ainsi que de l'aspect militaire. Le récit dominant, autrefois limité au cercle de capital risque à San Francisco, a migré vers les couloirs de la sécurité nationale à Washington, Bruxelles, Pékin, Moscou et Brasilia est absente de cette discussion. Si en 2023, le discours tournait autour des chatbots, en 2025, cela a changé et est devenu un enjeu stratégique qui s'est déplacé vers la construction de clusters informatiques évalués à des centaines de milliards de dollars, vers la mobilisation de gigawatts d'énergie nucléaire dédiée et la militarisation explicite de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. En février 2025, ici sur la chaîne, j'ai fait une vidéo commentant comment lancer la DeepSeek chinoise gratuitement. Cela faisait partie d'une stratégie chinoise pour déséquilibrer l'avantage économique occidental en intelligence artificielle. Et il semblait que les Chinois voulaient transformer les IA en une sorte de produit de base. Eh bien, un an s'est écoulé, et après cela, tout s'est confirmé. La thèse centrale de plusieurs agences de notation est que l'intelligence cesse d'être une caractéristique humaine. Elle se diffuse pour devenir un produit industriel de base, raffiné dans des usines d'IA, les centres de données, et distribué via des réseaux à haute latence, créant une nouvelle économie positive. Ainsi, nous avons 3 perceptions à propos de cette course, qui sont interconnectées. La stratégie, en analysant la rationalité ou l'irrationalité alimentée par la panique stratégique des nations et des secteurs corporatifs. La technique en détaillant les goulets d'étranglement physique de la mémoire, de le packaging avancé et de l'énergie, qui agissent comme des régulateurs stricts du progrès. Et la géopolitique en cartographiant la bifurcation du monde entre l'écosystème dirigé par les États-Unis et le bloc chinois. Tout indique que nous sommes dans un scénario de bipolarité cognitive, où l'interdépendance économique finira par être remplacée par des blocs technologiques incompatibles. Et où la quête de l'intelligence artificielle générale, ou IAG, agit comme un catalyseur pour une mobilisation industrielle qui n'a pas été vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Ou du moins l'équivalent du projet Manhattan, qui a conçu la première bombe atomique. Que cette IAG soit réaliste à atteindre ou non, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Parce que le point de la vidéo, c'est que c'est l'objectif. Et le succès de la Première Nation, qui consiste à atteindre l'échec mutuel de toutes les nations, aura des répercussions sur l'économie mondiale. Donc ce que je veux discuter dans cette vidéo, ce n'est pas de savoir si l'IAG, cette intelligence artificielle générale, sera réaliste ou non,
mais les impacts de cette course et ce qui va se passer si cela devient possible, ou ce qui va se passer si cela n'est pas possible. La principale transformation récente est le recalibrage radical des attentes sur la capacité maximale des modèles d'intelligence artificielle. Jusqu'au début de 2023, il y avait un certain scepticisme quant à la stagnation des grands modèles de langage. C'était courant chez les universitaires conservateurs. Aujourd'hui, les enthousiastes de l'intelligence artificielle et ceux qui ont de l'influence au sein des gouvernements évoquent une possible extrapolation des lois d'échelle, montrant que l'augmentation des ordres de grandeur en termes de calcul, de données et de paramètres continue de produire des rendements croissants. Seul le temps dira s'ils ont tort, car ce qui importe maintenant, c'est qu'ils ont réussi à convaincre les gouvernements d'injecter énormément d'argent dans ce domaine. L'objectif final déclaré par les principaux laboratoires de pointe, comme OpenAI, Anthropic ou Google DeepMind, est discrètement adopté par les appareils de défense nationale comme étant l'IAG, où une superintelligence serait capable d'accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un être humain pourrait exécuter, mais avec une rapidité, une ampleur et une évolutivité largement supérieures. Des documents et rapports internes montrent que la trajectoire prépare une infrastructure pour des systèmes qui, d'ici fin 2026, surpasseront la plupart des diplômés universitaires. En raisonnement complexe, et avant 2030, ils pourraient atteindre la superintelligence, définie comme des systèmes plus intelligents que l'ensemble de l'humanité réunie. Cet horizon temporel court, de seulement 4 à 5 ans pour une transition de l'intelligence biologique vers l'intelligence synthétique. Condense des décennies d'adaptation sociale, économique et réglementaire en une période infime, générant ainsi une pression immense sur les structures gouvernementales qui existent aujourd'hui. Encore une fois, qu'ils exagèrent en par optimisme ou non importe peu, car ce qui compte c'est l'impact de leurs actions, justes ou non, sur l'économie et la politique mondiale. Je dis cela parce que l'ampleur des investissements reflète cette attente. Le dialogue des entreprises est passé de clusters de calcul à 10 milliards de dollars à des plans de clusters à 100 milliards de dollars et ils projettent déjà ceux qui atteindront 1000 milliards de dollars. Ce saut qui est exponentiel ne peut pas être justifié uniquement par des améliorations incrémentales dans les moteurs de recherche ou la publicité ciblée. C'est un pari sur la création d'une nouvelle forme de capital intellectuel qui va dépasser les formes précédentes de travail, et je vais le répéter pour la 4e ou 5e fois. Si cela va se produire ou non, seul le temps nous le dira, mais cela a déjà un impact sur les actions gouvernementales. Ce qui nous amène au concept d'IA souveraine, qui a été popularisé par le PDG de Nvidia, et qui reflète la nationalisation et la territorialisation de cet objectif technologique. Selon sa vision, et c'est déjà quelque chose qui prend de l'ampleur dans la doctrine des États-nations, chaque pays doit avoir la capacité de produire sa propre intelligence artificielle en utilisant sa propre infrastructure. Ses propres données, reflétant ainsi sa culture, sa langue et ses valeurs, sa propre main-d'œuvre et ses réseaux d'affaires. Cela a le potentiel de marquer la fin de l'ère de l'Internet mondial ouvert et le début de l'ère de l'intelligence territoriale. La capacité de traitement souveraine est désormais considérée comme aussi critique que la sécurité alimentaire, énergétique ou l'intégrité des frontières physiques. Les nations qui ne développent pas leur propre souveraineté informatique deviendront des vassaux cognitifs, dépendant de modèles opaques hébergés dans des juridictions étrangères où les alignements éthiques et politiques peuvent être opposés aux intérêts locaux. Et il ne servira à rien que le Parlement local adopte des lois ou que des juges locaux prennent des décisions, car nous parlons d'une domination à un niveau cognitif et civilisationnel. Nous avons déjà 3 exemples de cela, comme au Danemark qui a lancé un superordinateur d'intelligence artificielle financé en partie par les bénéfices de Novo Nordisk, l'entreprise d'Ozempic, visant à coder la culture danoise et à accélérer la recherche pharmaceutique nationale, évitant ainsi la dépendance aux modèles anglophones, c'est-à-dire des États-Unis. Quant aux Émirats arabes unis, à travers le modèle Falcon et avec des investissements massifs dans l'infrastructure locale, où ils cherchent à passer d'une puissance énergétique à un hub mondial, de TI, en contrôlant leur propre modèle pour garantir un alignement avec les valeurs locales et la sécurité de leurs propres données. Et aussi à Singapour qui met en place des stratégies pour lever les moratoires sur les centres de données afin de garantir que la cité-État reste un hub de traitement souverain en Asie du Sud-Est. Aux États-Unis, la stratégie prédominante a été de déléguer l'innovation au secteur privé, tandis que l'État tente de construire des systèmes réglementaires et des mécanismes de sécurité nationale.
Cependant, les analystes prévoient qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'AGI, qu'ils estiment entre 2027 et 2029, voire au plus tard en 2032, et je répète, ce sont eux qui le croient, cette distinction public-privé va s'effondrer. Certains prévoient dans le début de ce qu'on appelle le projet, qui serait une mobilisation industrielle et de sécurité nationale totale, où les laboratoires d'intelligence artificielle seront effectivement intégrés à l'appareil de sécurité de l'État, protégés par le secret militaire et gardés par les forces armées, en raison de la grande valeur stratégique de la superintelligence. En Chine, la fusion civilo-militaire était déjà une réalité doctrinale claire. L'objectif n'est pas seulement l'efficacité économique, mais l'intelligentisation de la guerre et du contrôle social. La crainte prédominante aux États-Unis n'est pas seulement que la Chine obtienne un avantage économique, mais qu'elle l'obtienne. Une arme de pensée capable de casser des codes cryptographiques, de concevoir des armes biologiques ou de mener des guerres cybernétiques autonomes avec une efficacité surhumaine, déséquilibrant ainsi la dissuasion mondiale. L'intelligence numérique, bien qu'éthérée et légère dans son application, est brutalement physique et lourde dans sa production au niveau logiciel. La course à l'intelligence artificielle se heurte en 2025 à 3 murs physiques qui n'obéissent pas à la flexibilité du code. Le premier est la pénurie de mémoire à large bande passante. Le second est l'extrême complexité de le packaging des puces. Et le troisième est la thermodynamique de l'énergie. Le goulot d'étranglement le plus immédiat et le plus sévère pour le passage à l'échelle des modèles d'intelligence artificielle n'est pas seulement la capacité de traitement, mais la largeur de bande mémoire. L'architecture de modèles comme ChatGPT exige que d'énormes quantités de paramètres soient transférées vers les cœurs de traitement instantanés. Ici, la mémoire à large bande passante est désormais la ressource la plus rare de la planète. En 2025, le marché de ces mémoires était comme un oligopole rigide et déséquilibré, dominé par la société sud-coréenne SK Hynix. L'entreprise détient une part de marché estimée à 62%, fournissant presque exclusivement les puces haut de gamme de Nvidia, qui consomment environ 90% de sa production. Samsung, traditionnellement le plus grand fabricant de mémoire au monde, a alors connu un revers historique. Des problèmes qu'ils ont rencontrés lors de la qualification de certains de leurs modules de mémoire auprès de Nvidia ont entraîné une perte de leadership humiliante, permettant ainsi à SK Hynix de capter la prime de prix et de marge de la révolution de l'intelligence artificielle. Cette pénurie n'est pas un simple détail logistique, elle dicte tout simplement le rythme du déploiement de nouveaux clusters d'entraînement. Avec la capacité des principaux fabricants déjà vendus, jusqu'à la fin 2026, de nouveaux concurrents qui souhaitent entrer dans cette course. Qu'il s'agisse de nations souveraines ou de sociétés extérieures au cercle restreint de Nvidia, ne peuvent tout simplement pas acheter leur entrée avec de l'argent. Ils font face à une contrainte physique d'approvisionnement. Autrement dit, ceux qui sont déjà dans la course y sont, et ceux qui ne sont pas entrés sont tout simplement déjà exclus. C'est encore un de ces épisodes qui donnent une claque à ceux qui pensent que la géopolitique se résume uniquement à l'argent. Après la mémoire, il y a le goulet d'étranglement du packaging avancé. Aujourd'hui, la technologie CoWoS de TSMC est actuellement la seule méthode viable à l'échelle industrielle pour intégrer ces GPU logiques modernes avec les piles de mémoire. Ce marché des puces avancées est devenu un goulot d'étranglement extrême, parce que TSMC de Taïwan s'efforce d'augmenter la capacité de ce CoWoS à 150 000 wafers par mois d'ici la fin de 2026. Parce que la demande est bien supérieure à l'offre, et ce n'est plus quelque chose de ponctuel, c'est structurel. Le monde entier dépend d'un seul processus critique réalisé par une seule entreprise située à Taïwan, qui se trouve dans une région militairement sensible, risquant même une guerre. En pratique, cela est sans doute devenu le plus grand point unique de défaillance de l'économie mondiale actuelle. La situation n'est pas pire seulement car la Chine n'a pas encore décidé d'attaquer Taïwan. Alors priez pour qu'il n'attaque pas ou n'assiège pas l'île. Et le plus gros problème, c'est que cette capacité est déjà pratiquement toute vendue des années à l'avance. Nvidia, grâce à un partenariat ancien et stratégique avec TSMC, a garanti la majeure partie de cet espace. Ainsi, elle a acquis un pouvoir sans précédent. Elle ne contrôle pas seulement ses propres puces, mais aussi le rythme de progression de ceux qui en dépendent, comme Microsoft, Meta et Google. Ceux qui n'ont pas accès au CoWoS maintenant vont tout simplement rester en dehors de la course à l'intelligence artificielle pour les prochaines années, voire des décennies.
Ce n'est pas un retard, c'est une exclusion technique. Et nous avons peut-être l'obstacle le plus intraitable et physiquement limitant, qui est l'énergie. Les clusters d'entraînement d'IA voient en haut leur demande de puissance croître de façon exponentielle, passant de 10 à 20 MW, qui était la norme du cloud traditionnel, à des projets de gigawatts. C'est-à-dire un seul cluster de l'ordre du billion, prévu pour la fin des années 2020, il va consommer plus d'énergie que des villes entières ou de petits pays industrialisés, nécessitant une infrastructure de transmission qui n'existe pas dans la plupart des régions développées. Les grandes entreprises technologiques ont compris que le réseau électrique public est trop lent, bureaucratique et réglementé pour suivre leurs délais de développement. La file d'attente pour l'interconnexion dans des régions critiques comme la Virginie du Nord ou le PJM Interconnection qui dessert la région médio-atlantique des États-Unis s'étend sur des années. Cela a déclenché une course parallèle à la privatisation de la production d'énergie de base, qui concerne spécifiquement l'énergie nucléaire. Meta elle-même a annoncé des accords pour sécuriser 6,6 gigawatts d'énergie nucléaire d'ici 2035, y compris des partenariats avec des développeurs de petits réacteurs modulaires. Amazon a acquis des centres de données reliés à des centrales nucléaires en Pennsylvanie pour éviter les goulets d'étranglement de transmission. Et avec cela, cette demande vorace des centres de données a même commencé à impacter les tarifs résidentiels. Dans la région du réseau dont j'ai parlé, en Virginie du Nord, les prix de la capacité électrique ont explosé, avec des augmentations de tarifs allant jusqu'à 20% en 2025 en partie à cause de la pression de la demande des centres de données. Cela transfère le coût de la course à l'intelligence artificielle vers le citoyen lambda, ce qui provoque une réaction politique. L'énergie, qui a toujours été l'un des vecteurs de problèmes en géopolitique, est désormais aussi un vecteur d'inégalité géopolitique. Seules les nations disposant d'une capacité de production excédentaire, de ressources nucléaires solides ou d'une volonté politique d'ignorer les objectifs climatiques et de brûler des combustibles fossiles pourront héberger l'infrastructure physique de cette superintelligence artificielle. La course à l'IA rappelle la logique de la guerre froide, mais en plus complexe, dépassant la simple rivalité commerciale entre États-Unis et Chine. Mais c'est une lutte pour décider quel sera le système d'exploitation qui organisera l'économie, la sécurité et la société et le pouvoir mondial, au XXIe siècle et probablement au XXIIe siècle. Et dans cette compétition, comme je l'ai dit, ceux qui sont déjà entrés sont dedans, ceux qui ne sont pas entrés sont déjà dehors, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en plus, ceux qui sont dedans essaient de gêner la course des autres qui participent aussi à cette course. Par exemple, les États-Unis tentent de bloquer l'accès de la Chine aux puces avancées et aux machines clés pour influencer son comportement et freiner ou rendre plus coûteux son progrès. Mais la Chine, même empêchée d'accéder aux meilleures puces et équipements occidentaux, a réussi à répondre par une autosuffisance forcée. Au lieu de se concentrer uniquement sur la pointe de la superintelligence artificielle, elle mise sur l'intégration profonde de l'intelligence artificielle dans son industrie, dans l'État et dans le contrôle social. Le cas de la puce Huawei en est la preuve, car même sous sanctions, la Chine a réussi à produire une puce compétitive en utilisant des techniques beaucoup plus coûteuses et inefficaces, acceptant ainsi une perte économique pour garantir une souveraineté stratégique. Les sanctions ont ralenti et renchéri le processus, mais n'ont pas stoppé la Chine, prête à en payer le prix. Dans le domaine militaire, la Chine avance vers une intelligentisation de la guerre, utilisant l'IA pour le commandement, le contrôle et la guerre cognitive. En Europe, le secteur privé tente de rattraper son retard en essayant de rester au même niveau que les principales puissances, mais les gouvernements se vantent d'avoir plus de régulation sur l'IA par rapport aux autres pays. Autrement dit, tandis que le secteur privé européen essaie de courir et de survivre dans cette compétition, les gouvernements européens deviennent de plus en plus fiers d'imposer des règles et des obstacles à leur propre développement. Le Brésil ne participe pas à cette course et ne la suit même pas depuis les gradins, il l'écoute de l'extérieur du stade avec une petite radio. Certains pays, comme les Émirats arabes unis, la Russie, l'Inde et d'autres pays du Sud global, essaient même d'échapper à cette dépendance en créant des clouds souverains. Mais ils rencontrent d'énormes difficultés techniques pour ne pas rester subordonnés à l'un des deux pôles, le chinois ou l'américain. L'idée centrale est que l'intelligence artificielle n'est plus seulement un outil de productivité, mais qu'elle devient un nouveau facteur de production aussi fondamental que la terre, le travail et le capital. Les grandes entreprises technologiques ne vendent pas seulement des services numériques, elles loutrent de l'intelligence.
Parce qu'en contrôlant le cloud, leurs propres puces et les modèles d'IA, Microsoft, Google, Amazon et d'autres ont commencé à percevoir une sorte de rente cognitive sur tout ce qui fonctionne dans leur système. Cela crée un verrou irréversible, raison pour laquelle les organismes de régulation des États-Unis et du Royaume-Uni enquêtent déjà sur ces partenariats. Parce que la crainte est que quelques géants de la technologie finissent par dicter le rythme de l'innovation mondiale. Sur le marché du travail, l'impact est direct et brutal. Les professions de bureau subissent une rupture structurelle. Dans des domaines comme la programmation et le droit, l'intelligence artificielle élimine des tâches de base qui formaient auparavant les professionnels en début de carrière. Le résultat, c'est la fin du niveau junior. Moins de portes d'entrée, des carrières raccourcies et une concentration accrue de la valeur entre les mains de quelques spécialistes très expérimentés. L'échelle traditionnelle de l'ascension sociale par l'éducation technique est en train d'être brisée. Pour le Sud global, nous parlons de quelque chose qui a le potentiel d'être une sorte de colonialisme numérique. Ces pays offrent des données et une main-d'œuvre bon marché pour entraîner les modèles, mais dépendent toujours de l'infrastructure et de l'intelligence créée dans le Nord global. Et même s'ils tiennent bon et refusent au point de participer en ne fournissant que cette main-d'œuvre bon marché, cela n'aura pas tant d'importance, car finalement l'AGI pourra fonctionner sans leur travail. Sans énergie stable, sans puces avancées et sans leur propre centre de données, ces pays restent coincés en tant que consommateurs d'IA, payant des redevances et perdant leur souveraineté culturelle et décisionnelle. D'un point de vue stratégique, la course à l'intelligence artificielle est rationnelle, même si elle est dangereuse. Les États et les entreprises accélèrent parce que ne pas accélérer, c'est tout simplement mourir. Pour les pays, ralentir peut signifier perdre de la pertinence militaire et géopolitique. Pour les entreprises, cela signifie devenir commercialement insignifiant. Et cela génère une gigantesque bulle d'investissement avec des milliers de milliards, même sans retour évidemment, à court terme. Ce qui nous amène alors à 3 scénarios possibles. Dans le premier scénario, le monde se divise définitivement en blocs technologiques incompatibles avec une croissance de la productivité, mais aussi une hausse des inégalités. Dans le deuxième scénario, que moi, de Léon, je considère comme plus plausible à court terme, des goulets d'étranglement physique en énergie et en puces vont freiner l'avancée, la bulle éclate et le secteur entre en crise. Une crise économique et politique concentrée. Le secteur technologique subit une forte correction. Des milliards d'investissements sont coupés et une récession touche l'écosystème de l'intelligence artificielle. Cela va impacter le marché du travail avec des licenciements massifs dans les grandes entreprises technologiques et moins d'opportunités pour les professionnels qualifiés, accentuant la disparition des postes juniors évoqués. Politiquement, cela signifie la perte de milliers de milliards de dollars, ce qui va accroître la pression contre les entreprises technologiques et contre la consommation énergétique de l'intelligence artificielle, alimentant le populisme et une régulation lourde, ce qui va freiner le progrès de la société et accroître l'autoritarisme. Géopolitiquement, cette pénurie rend la rivalité entre les États-Unis et la Chine encore plus agressive, avec davantage de sanctions, d'espionnage et de risques stratégiques. Et dans le troisième scénario, qui est le plus radical, l'AGI est atteinte et à partir de là, nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer. Parce qu'on peut parler d'un futur dystopique ou d'un futur utopique. Seul Dieu le sait. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo, pas la nouvelle, parce que ce que les gens ne comprennent pas, je vois beaucoup de politiciens, beaucoup de gens parler de l'IA à droite à gauche, et en fait il me semble que ces personnes ne comprennent pas encore ce qu'est l'IA. Ils traitent l'intelligence artificielle comme si ce n'était qu'un nouvel outil, une sorte de PowerPoint amélioré, un Word amélioré, un Paint, un Photoshop amélioré. Et non, ici nous parlons d'une rupture, d'un potentiel, d'une rupture civilisationnelle. Ce n'est pas rien. Et si ce n'est pas maintenant, tout de suite, dans les prochaines décennies, ce sera à un moment donné dans le futur. On ne peut pas y échapper. Maintenant, indépendamment de ce qui se passera plus tard ou non, à court terme, disons dans les 5 à 10 prochaines années, le fait est le suivant. Soit nous allons atteindre cette super intelligence artificielle, comme le disent les plus enthousiastes de l'IA, et là, mon ami, prépare-toi, tout va changer. Oublie tout ce que tu savais avant parce que, enfin, n'oublie pas non plus parce qu'on ne peut pas vraiment oublier, n'est-ce pas, mais nos paradigmes, notre perception de la réalité va changer radicalement. Mais même si cela n'arrive pas, cette explosion merveilleuse d'intelligence, nous allons quand même subir l'impact de cette bulle de l'IA qui éclate.
Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que la question n'est pas de savoir si cela va arriver ou non, parce que soit ça va arriver, soit ça n'arrivera pas, il n'y a pas de juste milieu, et quel que soit le scénario, de grandes choses vont arriver. À moins, n'est-ce pas, que j'ai dit qu'il n'y a pas de juste milieu, mais il y en aurait un si les gouvernements décidaient de freiner un peu, de ralentir cette course à l'IA, ce qui, soyons honnêtes, est extrêmement improbable. Je ne vois pas cela arriver, n'est-ce pas ? Mais ce serait la seule façon d'éviter ces deux scénarios. Quoi qu'il en soit, préparons-nous, car de grandes choses arrivent dans les prochaines années. Et bon, les amis, nous avons une mise à jour concernant cette vidéo ici, parce qu'elle est sortie il y a environ un mois, en avance, et pour les membres, comme toujours, les membres ont un accès anticipé. Cependant, entre-temps, nous avons une nouveauté, d'accord ? Maintenant, dans la première quinzaine de février, les États-Unis et la Chine ont signé un accord après 18 mois de négociations secrètes, vraiment secrètes, d'accord ? Personne ne le savait sauf les personnes impliquées, car l'intelligence artificielle fait l'objet de fortes pressions. Cet accord aurait donc pu être boycotté. Quoi qu'il en soit, pendant que je parle, je vais vous montrer ici la liste des points qui ont été convenus dans cet accord. Et même après qu'il ait été signé, cet accord entre les deux pays reste encore très discret. Presque personne n'en parle. Autrement dit, ils sont passés sous silence pour éviter une plus grande répercussion, car c'est un accord très important, le plus important que nous ayons. Depuis les accords entre les États-Unis et l'Union soviétique sur les armes nucléaires pendant la guerre froide, j'ai dit qu'il y avait deux probabilités, n'est-ce pas ? AGI ou bulle de l'IA est très improbable dans le cas où les pays ralentiraient. Il semble que nous ayons une chance qu'ils ralentissent pour la course. Au moins, ils ont compris les dégâts que cela peut causer, à savoir le fait qu'on commence à manquer de mémoire, n'est-ce pas ? Sur le marché en général. Imagine les banques, les entreprises qui gèrent les réseaux électriques, les réseaux logistiques, les équipements hospitaliers, sans mémoire pour pouvoir continuer. Nous parlons là d'un gouffre économique sans précédent dans la société moderne. Alors, ne te trompe pas. Ces gars-là, ils sont mauvais. Mais ils ne sont pas du tout stupides. On a peut-être quelque chose, mais il est trop tôt pour parler de bonnes nouvelles, non ? Mais on peut avoir un peu d'espoir qu'il se passe quelque chose de positif à ce sujet. Attendons de voir. Et avec un peu de chance, les prix vont redescendre à nouveau. C'est encore trop tôt pour fêter ça, mais on va suivre, d'accord ? Et comment tu suis ? En suivant la chaîne Géopolitique Mondiale, n'est-ce pas ? La plupart des chaînes au Brésil prennent des contenus en anglais et les ramènent ici. La chaîne Géopolitique Mondiale, non. C'est pourquoi, en plus de la chaîne Géopolitique Mondiale ici, j'ai aussi une version en anglais, espagnol et français. Parce que ce que j'apporte ici, ces petites malices que je vous propose, ces trucs-là, on ne les trouve même pas dans d'autres langues. Je vais vraiment à la source pour étudier, faire des recherches et vous apporter ce contenu, d'accord ? Et pourquoi est-ce que je peux me permettre d'être aussi spécialisé, aussi précis, aussi pointu ? Grâce aux membres. Contrairement à la plupart des chaînes YouTube qui tirent leur monétisation des vues, Géopolitique Mondiale est une chose étrange, parce qu'elle est complètement différente à cet égard. Elle tire son argent, plus de 90% de ses revenus grâce aux membres. Grâce aux membres, j'ai cette liberté académique, cette liberté créative de ne pas avoir à courir après le clickbait, de ne pas chercher à faire le buzz, de ne pas devoir prendre le sujet du moment et dire n'importe quoi. Je peux faire les choses calmement en vous apportant un contenu vraiment précis, parce que je peux me permettre ce luxe grâce aux membres. Alors pensez-y, en devenant membre, non seulement vous soutenez la chaîne, mais vous aurez aussi accès à du contenu de qualité exclusif pour les membres, d'accord ? Ça aide beaucoup et je peux continuer à avoir cette liberté académique et créative pour vous. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Peut-être enfin une bonne nouvelle. Attendons. Et à la prochaine vidéo.